Le 29 avril 1836, Charles Darwin débarquait à Maurice et écrivait qu'il s'était épris de l'île. 190 ans plus tard, Victor Roe fait escale à Port-Louis à son tour, à bord d'un voilier de 12 mètres, caméra en main. Fondateur et capitaine de l'expédition Captain Darwin, ce vidéaste explorateur retrace depuis 2021, pour la première fois au monde, l'intégralité du voyage du Beagle en confrontant les observations du naturaliste au constat des scientifiques et des citoyens d'aujourd'hui. Un film est en cours de production chez France Télévisions avec Yann Arthus Bertrand à la coproduction. À Maurice jusqu'au 25 juin, en partenariat avec la Mauritius Wildlife Foundation, je refuse de parler de 2050 et demande à ses interlocuteurs d'imaginer 2226. Victor Roe, bonjour. Bonjour Frédéric. En 2020, vous fondez Captain Darwin et décidez de refaire intégralement le tour du monde du Beagle. D'où vient cette idée et à quel moment avez-vous réalisé que vous alliez vraiment le faire? C'est intéressant parce que c'est deux questions finalement différentes avec des réponses différentes. Moi, je suis réalisateur de films documentaires depuis 12 ans maintenant et au cours de ma carrière, je me suis beaucoup intéressé au sujet de nature et d'environnement parce que, à mon sens, les films sont des histoires qui peuvent faire bouger la perspective des gens sur le monde dans lequel ils habitent. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, plus qu'à tout autre moment finalement de l'histoire de l'humanité, de faire bouger les perspectives sur les sujets de climat et de biodiversité. Et j'étais en mission en Polynésie, sur un bateau, sur le sujet des récifs coralliens. Et c'est là que j'ai lu pour la première fois le livre de Darwin, donc Le voyage d'un naturaliste autour du monde, le récit de voyage de ce grand tour du monde qu'il fait entre 1831 et 1836. Et je connaissais Darwin évidemment, parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, connaît Darwin, au moins de nom, mais on sait moins qu'il a été un jeune aventurier qui a fait ce tour du monde. Et en lisant ce récit-là, je me suis rendu compte qu'il était passé en Polynésie, lui aussi, il y a à peu près 2 siècles. Et son livre à la main, je me suis rendu compte que je pouvais comparer la Polynésie en regardant d'un côté ce que lui écrivait, et puis en ayant juste à baisser finalement le livre pour découvrir ce que c'était devenu. Et je me suis dit, c'est génial, moi en tant que documentariste, pour parler de l'état actuel du monde, d'avoir cette perspective historique, c'est absolument fantastique. Et je me suis dit, si cette comparaison naturaliste fonctionne en Polynésie, alors elle doit fonctionner pour absolument toutes les autres escales que Darwin a faites. Et de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je refasse ce voyage. Il faut que je refasse ce voyage 200 ans après, que je retourne dans tous les pays où Darwin est allé et que je compare pour comprendre où on en est finalement, quel est l'état actuel de notre planète et surtout, qu'est-ce qui peut être fait pour protéger cette nature dont on a tant besoin. Justement, d'autres expéditions scientifiques se sont concentrées sur des escales précises et sur des écosystèmes ciblés. Vous avez choisi la contrainte totale, 5 ans chaque escale, dans l'ordre exact du Beagle. Pourquoi cette rigueur-là? Je pense que y a un défi déjà qui me semble intéressant de recréer un parcours. Ça devient comme une chasse au trésor de retrouver les endroits où il est passé. Il y a une adrénaline aussi à se retrouver dans les lieux où Darwin s'est tenu. Hier, j'étais au sommet du Pouce, comme Darwin l'avait fait avant moi le 2 mai 1836, et c'est incroyable d'arriver au sommet de cette montagne et de se dire, il y a 190 ans, Darwin se tenait là. Il avait sans doute vu quelque chose de différent, probablement, et c'est ce que j'essaye d'ailleurs de comprendre, mais il s'était tenu à ce même endroit. Et ce sentiment, cette adrénaline, je la pourchasse quelque part d'escale en escale, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça de manière assez précise, de retourner sur les lieux et de respecter la temporalité de son voyage. Et je pense aussi que on n'arrive pas à Maurice de la même manière quand on descend d'un avion ou qu'on descend d'un bateau après avoir fait 3 semaines en pleine mer, surtout tout seul. On arrive avec un état d'esprit différent qui était celui de Charles Darwin aussi, c'est-à-dire d'éprouver le temps long des saisons qui passent, jour après jour, de traverser un océan. Et ça, je pense que ça a formé un peu sa vision de la nature. Et c'est ce que j'essaye de retrouver 200 ans après. Darwin a posé le pied à Maurice le 29 avril 1836. Il a écrit qu'il s'était épris de l'île,
Quand vous arrivez au quai du Codan en juin 2026, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait plus reconnaître? Ah, c'est une excellente question. Je suis là que depuis une semaine, donc c'est difficile aussi, et c'est la raison pour laquelle je vais travailler avec la Mauritian Wildlife Foundation, c'est pour comprendre un petit peu ce qui a changé en profondeur finalement sur l'île. Ce que je peux vous dire, c'est que en 1836, le HMS Beagle, donc qui est effectivement le bateau sur lequel naviguait Darwin, passe par le nord de l'île Maurice. J'ai suivi exactement le même trajet parce que je voulais me confronter justement à ça, à l'arrivée. Quand on passe 3 semaines en mer, comment imprime-t-on finalement sur la rétine la silhouette d'une île qui se dégage à l'horizon? Je voulais revivre ce moment-là. Donc moi j'ai revécu ça et de loin j'ai finalement vu la Maurice que Charles Darwin aurait vue, puisqu'il parle de ces silhouettes de montagnes, etc., qui sont évidemment restées les mêmes. Évidemment, ça change quand on se rapproche un petit peu plus, surtout quand on arrive à Port-Louis, parce que c'est une zone qui a été largement industrialisée, urbanisée aussi depuis le passage de Darwin. Il faut imaginer pour comprendre que à l'époque de Darwin, sur la planète Terre, il y avait 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 8 milliards. On a fait x8 en seulement 200 ans. Donc évidemment que tous les lieux qu'il a pu visiter ont été profondément changés, ne serait-ce que parce qu'il y a une évolution démographique majeure. Quand j'arrive à Port-Louis, eh bien, je vois un port d'abord, un port commercial, une zone industrielle aussi, que évidemment Charles Darwin n'avait pas vu. Et c'est vrai que je pense que la partie nord de l'île, à tout le moins c'est ce que je comprends aussi d'avoir grimpé au haut du pouce, a changé beaucoup parce que c'est l'endroit où se concentre davantage la population de l'île. Peut-être que c'est un peu moins le cas au sud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'île a changé. Et ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qui a changé de 1, comment la nature a été impactée de 2, mais de 3, comment font les Mauriciens aussi pour préserver justement cette nature qui parfois est mise en péril par l'augmentation par exemple de la population. Et c'est pour ça que je suis très excité à l'idée d'aller voir l'île aux aigrettes au sud du pays avec la Mauritian Wildlife Foundation pour comprendre ce qui est fait pour aider cette nature. Merci. Darwin avait esquissé sa théorie des récifs coralliens avant même de traverser l'océan Indien. Qu'avez-vous observé de l'état du lagon mauricien après les épisodes de blanchiment massif des dernières années? C'est une excellente question et c'est vrai que la question pour moi du corail et des îles coralliennes se pose depuis bien longtemps puisque la première grande île corallienne que j'ai vue, c'était Tahiti en Polynésie française et ça c'était il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai été confronté assez rapidement pendant le voyage à cette thématique des coraux. Déjà pour découvrir quelque chose, c'est que l'émerveillement qu'on peut éprouver devant un écosystème corallien et que Charles Darwin a éprouvé notamment en passant au Coco, donc, qui était l'escale juste avant Maurice, cet émerveillement-là est toujours là puisque finalement on se rend compte que la vie explose comme ça au milieu d'un océan parce qu'il y a cette espèce, le corail, qui va créer un habitat. Et ça, je tiens aussi à rééprouver cet émerveillement et cette joie finalement de voir le vivant correctement fonctionner. En revanche, et vous avez raison de le pointer, sur le corail, il y a une grosse problématique, c'est le dérèglement climatique qui conduit à des épisodes de blanchissement corallien. Et ça, pour le coup, c'est très valable, notamment en Polynésie. Donc ce que moi j'ai pu voir, c'est que c'est un problème qui va devenir de plus en plus important et c'est un problème qui est difficile à traiter parce que on est tous partout autour de la planète un peu responsables des causes de ce blanchissement, mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'on est tous aussi responsables d'une partie de la solution. Mais pour éviter que dans le futur il y ait plus de blanchissement, il faut que chacun mette la main à la pâte, les Mauriciens évidemment, mais le monde entier finalement pour diminuer les émissions. Donc j'ai pas de vision encore très claire de ce qui s'est passé à Maurice, puisque encore une fois je viens d'arriver, mais en tout cas je peux imaginer que un peu comme en Polynésie, il y a des problématiques qui sont liées à ce dérèglement climatique et il faut tous qu'on agisse là-dessus. Quelle a été la découverte la plus saisissante jusqu'ici ou les découvertes? J'ai 5 ans maintenant d'expédition dans les pattes, donc j'ai vu quelques pays, j'ai eu l'occasion de voir des écosystèmes
bien fonctionné, un peu moins bien fonctionné, des forêts qui ont été rasées, mais aussi des forêts qui se reconstruisent. Donc j'ai vu finalement toute la beauté de la vie naturelle et aussi tout le contraste dans la manière dont nous, les êtres humains, on interagit avec elle. Des destructions, oui, mais aussi des gens qui œuvrent pour protéger cette nature. Et je pense que la plus belle des découvertes, finalement, c'est ça. C'est que à l'époque de Darwin, en 1830, on ne parlait pas de conservation. On n'avait pas l'idée que la nature puisse avoir une fin. Et donc, quand il y avait une forêt, eh bien, on la coupait parce que on disait, voilà, il faut créer des habitations, etc. 200 ans plus tard, on se rend compte que la nature n'est pas infinie, qu'elle est généreuse, mais jusqu'à un certain point. Et conscient de ça, je pense que les êtres humains s'organisent maintenant à large échelle pour offrir des solutions à cette nature. Replanter des arbres, installer des aires marines protégées dans les archipels, faire des translocations d'espèces pour sauver certaines espèces de l'extinction. Il y a tellement d'outils qui sont mis en place et ça c'est génial parce que ça montre qu'on peut être optimiste sur l'état du monde et qu'en 2226, eh bien, ce ne sera pas forcément un champ de ruines, ça peut être une belle planète vivante dans laquelle on a réussi, nous les êtres humains, à trouver une relation apaisée avec la nature. Et j'espère qu'on y parviendra. Vous interrogez à la fois des scientifiques et des citoyens ordinaires. Leur diagnostic converge-t-il ou le fossé entre ce que la science mesure et ce que les gens perçoivent vous a-t-il surpris? C'est une excellente question parce que souvent, les habitants d'un endroit sous-estiment l'étendue des modifications qui a eu lieu depuis Charles Darwin. Il faut imaginer que Charles Darwin, c'était il y a 200 ans. Et nous autres, les êtres humains, puisqu'on ne vit pas jusqu'à 200 ans, on a toujours tendance à se dire, par exemple pour les anciens, quand j'étais petit. Donc du coup, on a une vue sur les modifications qui s'étend sur peut-être 50, 60 ou 70 ans. Mais 200 ans, c'est tellement difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de naviguer dans le sillage de Darwin. C'est parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension, de revenir dans le temps. C'est comme une machine à remonter le temps, finalement, Charles Darwin. Parce qu'on comprend à quoi ressemblait cet endroit il y a tout ce temps. Et donc, souvent, les scientifiques, ils sont capables de remonter jusqu'à ces moments-là. Et ils ont une longue vue, finalement, que quelque part, nous autres, les habitants d'un endroit, on n'a pas forcément. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de les interroger, eux, les scientifiques, et puis de les faire réfléchir à ces 200 ans qui nous séparent de Darwin. Pourquoi justement ce choix de se projeter à 200 ans? Et qu'est-ce qu'on vous a répondu à Maurice lorsque vous avez porté cet argument? Ce que je trouve intéressant dans ces 200 ans, c'est que ce qui s'est passé au début du 19e siècle, c'était vraiment les fondements de la révolution industrielle. C'est à partir de ce moment-là que, en Angleterre, en tout cas, on a commencé à consommer plus de charbon dans les usines qu'on a utilisé l'énergie des cours d'eau, c'est-à-dire l'énergie marémotrice, l'énergie hydraulique, pardon, qui a été essentiellement utilisée jusqu'alors. Il y a eu une inversion, si vous voulez, de la source d'énergie principale dans les usines anglaises. Et le recours massif au charbon a signé le début d'une nouvelle ère qui est l'Anthropocène, qu'on appelle aussi Capitalocène, c'est-à-dire cette ère géologique marquée par la présence humaine et par la création, le rejet de gaz à effet de serre. Et c'est à l'époque de Darwin où tout ça a commencé. Et donc finalement, si on arrive à comprendre ce qui s'est passé ces 200 dernières années, on comprend l'impact justement de ces gaz à effet de serre, de ce dérèglement climatique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ces 200 ans étaient les plus intéressantes à comprendre. Après 4 ans à documenter le recul de la biodiversité à l'échelle planétaire, 70% de plantes menacées, près d'un tiers des amphibiens, êtes-vous encore capable d'espérer ou avez-vous appris à travailler avec le désespoir? C'est une excellente question et pour moi qui est d'autant plus importante qu'on fait beaucoup d'activités avec les jeunes.
J'étais ce matin par exemple à Mahébourg, au collège pour garçons de Mahébourg, pour parler du voyage. La question qu'on se pose quand on fait un voyage comme ça, et qu'on doit se poser en tant que réalisateur de films documentaires, c'est qu'est-ce qu'on veut provoquer chez les gens? Est-ce qu'on veut les amener chez le psy parce qu'ils sont désespérés et déprimés, ou est-ce on veut les mettre en action? Et donc évidemment, moi ce que je veux, c'est mettre les gens en action. Quand on parle de chiffres, par exemple ceux que vous avez dit, et qui sont vrais, c'est difficile de nier l'existence d'un chiffre. Un tiers de ceci en moins, tant d'espèces qui se sont éteintes, etc. Et tous ces chiffres plombent finalement, sont lourds à porter, notamment pour la jeune génération. Imaginez-vous, nous sommes adultes, mais un enfant qui a 10-15 ans, il n'est pas forcément capable de trier ces informations et il se dit mais c'est perdu. Et donc, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les chiffres disent une partie de l'histoire, mais seulement une partie. Parce qu'en réalité, en plus des chiffres, il y a les histoires humaines, il y a l'émotion, il y a l'optimisme. Et tout ça, ça ne se calcule pas. Et pourtant, c'est très réel, c'est très vrai. Et c'est ce que je constate. Et moi, qui suis là aujourd'hui, je peux vous le dire, puisque ça fait 5 ans que je voyage un petit peu partout autour du monde, pour vous dire que partout, il y a de l'optimisme. Partout, il y a des gens qui font mentir quelque part les chiffres qui nous assènent et qui parfois nous privent de notre envie d'agir. Évidemment, la situation est délicate, mais évidemment aussi qu'il y a des solutions pour aller de l'avant et construire un monde meilleur. J'en suis persuadé et je pense que Darwin serait ravi, lui qui a aidé aussi les tortues d'Aldabra à trouver refuge à Maurice à la fin du 19e siècle. Je suis sûr qu'il serait ravi de ça, que son parcours serve aussi à nourrir l'optimisme des gens. Merci. France Télévisions produit un film sur l'expédition en coproduction avec Yann Arthus Bertrand. Lui qui travaille depuis des décennies sur la photographie du vivant vu du ciel, quel regard porte-t-il sur ce que vous documentez depuis la mer? Ça, c'est une bonne question qu'il faudrait que je lui pose directement. Mais c'est vrai que moi, je suis ravi et très honoré d'ailleurs que Yann Arthus Bertrand, via la société de production qu'il a fondée, Aube Productions, soutienne le projet. Je pense qu'on a une vision commune qui est, encore une fois, l'idée de faire bouger les lignes. Les lignes ne bougeront que si les gens sont informés, de un, et sont investis de l'envie d'agir. Et de ce point de vue-là, moi qui ai grandi avec les images de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, etc., on se rappelle tous de ces images qui sont absolument fantastiques, émerveillent, interpellent, nous poussent à nous intéresser à ces sujets-là, à comprendre aussi ce qui se passe dans le monde, et puis à se dire, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas ne rien faire et laisser disparaître toute cette beauté qui a été photographiée. Et je pense que de ce point de vue-là, on est très similaires dans notre approche et c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de soutenir le projet. Plastic Odyssey était à Maurice avant vous. Vous faites tous les deux partie du fonds Explore et vous êtes tous les deux partie du Concarneau. Est-ce que Maurice est devenu, sans le chercher, une escale naturelle pour ces expéditions françaises engagées dans la transition écologique? Et qu'est-ce que ça dit de l'île? Bien sûr, je pense que l'île Maurice est au carrefour de l'océan Indien. Je pense que c'est une île qui est évidemment très connue. Il y a l'histoire du dodo, évidemment, qui interpelle beaucoup, je pense. Et je pense que l'île jouit d'une image qui est particulière en France, qui est non seulement c'est une île qui est belle, etc., mais c'est une île qui est innovante sur les sujets justement d'environnement. Quand sur l'île, on sait que le dodo
a disparu. On connaît cette histoire, on pourrait se dire, bon, eh ben, dans une île où finalement l'espèce a déjà disparu, est-il besoin encore de faire quelque chose de positif? Et justement, l'impression que ça donne de l'extérieur, en tout cas, c'est que non, justement, cette histoire du dodo, qui, bon, fait écho à plein d'autres histoires dans plein d'autres pays, mais celle-là particulièrement est très connue, cette histoire du dodo n'a pas empêché les habitants de Maurice, les Mauriciennes et les Mauriciens, de prendre cette question à bras-le-corps et à essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est ça qui fait que, en tant que Français, on a envie de venir voir ce qui se passe parce qu'on sent qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est pour ça que je suis ravi d'être ici. Ce matin, vous étiez dans un collège à Maillebourg. Votre programme pédagogique met en relation également des élèves français avec des enfants des pays que vous traversez. Qu'est-ce qu'un enfant mauricien apprend à un enfant breton sur la biodiversité et l'inverse? Alors, moi, c'est une excellente question et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la notion d'exotisme. Parce que finalement, l'exotisme, c'est très subjectif. Ce qui est exotique, c'est ce qui n'est pas local finalement. Donc, pour un Breton, l'île Maurice est exotique, mais probablement que pour un Mauricien, la Bretagne est exotique aussi. Et si on arrive finalement à changer de grille de lecture sur ce qu'il y a autour de chez nous, si au lieu de passer comme ça devant la forêt bretonne pour par exemple un petit breton, une petite bretonne, et puis de se dire bon ben, c'est le paysage, c'est normal, c'est là, et finalement on oublie de s'émerveiller devant ce qui est autour de chez soi. On a toujours tendance à se dire mais l'ailleurs est passionnant, mais en fait retrouver la lunette de l'émerveillement sur ce qui se passe autour de chez soi, ça pour moi c'est une voie royale pour amener les gens à se réapproprier le sujet de la biodiversité. Et on en a besoin aujourd'hui. Et finalement, quand j'organise avec l'association ces discussions entre continents, j'essaye de démontrer aux Mauriciens que pour un Breton, le lagon est extraordinaire, la forêt mauricienne est extraordinaire, et inversement, j'essaye de démontrer aux Bretons que, eh bien, un Mauricien trouverait la côte bretonne, la forêt, etc., également extraordinaire. Et finalement, on échange un petit peu ces lunettes d'émerveillement, et je trouve que c'est très riche, finalement, ces rencontres sont très riches. Dernière question, si Charles Darwin revenait aujourd'hui, que dirait-il du monde? Ça, c'est une question qui est difficile. Déjà, je pense qu'il serait surpris de la magnitude des changements qui se sont opérés depuis que lui a fait son tour du monde. Encore une fois, je rappelais tout à l'heure le chiffre de 1 milliard d'êtres humains à son époque, 8 milliards aujourd'hui. Et c'est vrai que lui, qui était passionné de nature, qui aimait s'émerveiller devant le vivant, trouverait une planète quand même privée dans bien des endroits, malheureusement, de cette luxuriance dont lui a pu témoigner à son époque. Je pense que c'était quelqu'un qui voyait dans le futur, qui était visionnaire quand même. Donc je pense qu'il aurait aussi la vision d'une planète où les choses peuvent aller mieux, et je pense qu'il soutiendrait aujourd'hui les femmes, les hommes qui partout autour du monde œuvrent pour la biodiversité. La Mauritian Wildlife Foundation en fait évidemment partie, et je pense que plus spécifiquement, en arrivant à Maurice, il verrait un paysage évidemment profondément changé, puisque il disait par exemple en montant au Pouce, en voyant le paysage, que à peu près la moitié des terres étaient cultivées. Moi je suis monté en haut du Pouce, hier je ne me risquerais pas à donner un pourcentage sur la terre qui est cultivée, mais il m'a semblé que c'était bien plus que la moitié. Donc c'est sûr qu'à Maurice, les paysages ont changé, mais je pense qu'il verrait aussi assez rapidement que ces tortues d'Aldabra, qu'il a aidé à venir sur Maurice, persistent, perdurent, ont fait des enfants, des petits, et de ça, je pense qu'il éprouverait évidemment une gratitude très importante, parce que finalement, grâce à lui et à d'autres, grâce aux habitants de Maurice, eh bien, cette espèce-là est sauvée. Et ça, ce n'est pas rien. Donc je pense qu'il, finalement, éprouverait sans doute un mélange de sentiments, comme nous, on peut l'éprouver, un mélange de peur, parce qu'on peut avoir peur devant l'état du monde, mais aussi d'optimisme, et puis voilà, d'être résolu pour améliorer l'état du monde.